Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je remercie Monsieur Fernandez d'avoir pris la peine d'arriver, j'allais dire à l'heure, puisque ça nous a permis comme cela de compléter les tables. Je suis arrivé à 8h30 pétante, mais j'ai vu que c'était quand même, l'auditoire était relativement clairsemé, donc, mais là ça me fait plaisir de voir que finalement toutes les tables ou presque sont totalement occupées. Donc si vous voulez bien, je vais vous dire quelques mots d'introduction. Donc, monsieur le directeur, bien chers amis, donc c'est avec grand plaisir, naturellement, que ce matin, nous accueillons pour notre premier petit déjeuner de l'année 2014, monsieur le directeur général du Trésor, Ramon Fernandez, qui va nous entretenir du financement de l'économie française. Mais avant de lui laisser le micro, permettez-moi au nom de la FTE de présenter aux auditeurs auxquels je n'avais pas eu l'occasion de m'adresser lors du précédent petit déjeuner qui s'est tenu il y a 2 mois jour pour jour et au cours duquel nous avions eu le plaisir d'accueillir l'éminent économiste Thomas Piketty, mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année, que cette année vous apporte à tous joie, santé et prospérité. En effet, ça nous fera le plus grand bien. 2014, en effet, s'annonce particulièrement intéressante à plus d'un titre, car même si la crise des souverains semble s'estomper peu à peu, il suffit en effet de voir l'immense succès rencontré par l'Espagne lors de sa dernière émission obligataire à 10 ans, qui, avec un livre d'or de plus de 40 milliards, donc a levé 10 milliards d'euros, la fin du tapering aux États-Unis, la systématisation de la crise au sein des pays émergents, la crise du shadow banking en Chine, la dégradation probable, j'y viens, de la notation de la France sont autant de risques annoncés qu'il nous faudra gérer. Mais laissez-moi tout d'abord vous mentionner les derniers éléments forts de la vie de notre association. Je rappelle que le 8 janvier a eu lieu dans les locaux de la CCI une présentation tout à fait en ligne avec le thème de notre matinée, puisqu'en effet plusieurs intervenants ont présenté le résultat de travaux menés en collaboration étroite avec la Banque de France, par le triptyque banque, compagnie d'assurance et émetteurs potentiels visant à faciliter aux PME et ETI la mise en place de financement des intermédiaires à court terme à travers donc le papier commercial et à plus long terme à travers des placements privés. Il en est résulté, entre autres, l'élaboration d'une charte de l'EuroPP qui ouvre désormais largement la voie à ce type de financement aux avantages multiples. Donc c'est Hervé Labbé, vice-président de la FTE, qui a pour le compte de notre association largement porté ce projet en participant à la maturation des réflexions dont les conclusions ont donc été début janvier présentées au sous-gouverneur, M. Robert Ophel, sous-gouverneur de la Banque de France. Donc il nous reste maintenant à transformer l'essai en positionnant la FTE comme un promoteur dynamique et un prosélyte actif auprès de ses membres pour que ce marché donc non seulement démarre, mais atteigne rapidement sa vitesse de croisière. J'ai également le plaisir de vous annoncer que désormais, M. Alexandre Akavi, que j'ai croisé ce matin, qui est responsable juridique financement chez EDF, a été nommé président de la commission juridique. Le vice-président de cette commission est désormais M. Bruno Fitch-Mouras, qui est responsable juridique financement chez Orange. Par ailleurs, M. Gilbert Labbé, qui est trésorier chez EDF, décidément, et président de la commission CEPA, a été nommé membre du comité national CEPA en remplacement de M. Olivier Bornec, atteint par la limite d'âge. Enfin, je me permets de vous signaler que notre prochain petit déjeuner, qui aura lieu le 2 avril, donc au cours de ce petit déjeuner, nous aurons le plaisir d'accueillir M. Pierre Gattaz, qui est président du MEDEF et qui, je le rappelle, réclame 100 milliards d'allègements de charges afin de relancer l'emploi. Et je suis persuadé donc dans ce cadre, dans le cadre du pacte de responsabilité lancé par le président de la République lors de la 3e conférence de presse du 14 janvier, M. Gattaz apportera un éclairage complémentaire fort intéressant aux propos que devrait nous tenir M. Fernandez ce matin. J'en viens donc à notre invité de ce matin, M. Ramon Fernandez. Monsieur Fernandez, vous êtes né, voilà bientôt 47 ans, Paris 15e. Je rappelle que Maxime Le Forestier a chanté « On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille », mais j'en connais plus d'un qui aurait aimé connaître la même ascendance que la vôtre. Vous êtes en effet fils et petit-fils d'écrivains, tant du côté de votre père, Dominique, qui a été élevé au rang d'immortel le 8 mars 2007
au fauteuil du professeur Jean Bernard que du côté de votre mère, Diane Jacquin de Margerie, petite fille et sœur d'ambassadeur, lauréate du prix Médicis et membre du jury féminin. Votre remarquable prénom, vous l'avez hérité de votre grand-père paternel. Dandy charmeur, communiste convaincu, ses prises de position politiques étoufferont, hélas, son talent d'écrivain. À moins que ce ne soit en souvenir de votre arrière-grand-père, consul du Mexique à Marseille, qui se prénommait déjà Ramon. Mais en dépit de tant de lettres, ce sont finalement les chiffres qui vont l'emporter, et avec eux l'analyse permanente que vous faites des spreads OAT, Bund en particulier. En effet, un diplôme de Sciences Po en poche, vous décidez de vous présenter à l'ENA, et à l'école de laquelle vous sortez en 1993, promotion Léon Gambetta. Administrateur civil et cependant nostalgique des lettres, vous intégrez la direction du Trésor comme adjoint au chef du bureau E1, énergie, transport, urbanisme, puis du bureau B1, marché financier. Après avoir travaillé au FMI, comme administrateur suppléant en 1997 et au service du contrôle d'État du ministère de l'Économie et des Finances ensuite, vous ne résistez pas à votre tropisme naturel, puisqu'en 1999, vous revenez à la direction du Trésor pour prendre la tête du bureau D2, énergie, télécommunications, matières premières. Puis 2 ans plus tard, la responsabilité du bureau B1, épargne et marché financier. Parallèlement, vous êtes membre des conseils d'administration, du CEA, du CDF, de la CNR, enfin que des lettres. En 2002, conseiller technique du ministre de l'Économie et des Finances, M. Francis Maire, vous voilà en charge du pôle banque, assurance, épargne, marché financier et logement. En 2003, vous êtes nommé sous-directeur du Trésor, chargé de la sous-direction F, c'est-à-dire dette, développement et marché émergents, puis des affaires internationales et développement en 2004. Proche du président Sarkozy, nouvellement élu, vous êtes appelé à la présidence de la République pour travailler aux côtés de M. François Peyrol, conseiller économique auprès du président. En 2008, vous devenez directeur du cabinet du ministre des Affaires sociales, M. Xavier Bertrand. Le 4 mars 2009, vous êtes nommé directeur général de la DGTPE, c'est-à-dire Direction générale du Trésor et de la politique économique, en remplacement de M. Xavier Muscat, qui succède à François Peyrol, celui-ci ayant décidé de pantoufler en prenant la tête du groupe BPCE. En outre, vous êtes du coup nommé commissaire du gouvernement auprès de l'AMF et président du Club de Paris, en fait de par vos fonctions. Donc, dans le cadre de vos activités à la tête du Trésor, d'aucuns vous comparent à un vrai hussard de la République, avec pour champ de bataille les marchés financiers et la zone euro. C'est vrai que vous n'avez pas ménagé votre peine pour sauver la zone euro de la crise qui l'a violemment frappée en 2009. C'est ensuite aux souverains comme Grèce, Portugal, Espagne que vous porterez secours pour sauver l'euro, et ce en collaboration étroite avec votre homologue allemand et le président de la BCE nouvellement nommé, M. Mario Draghi. Vous participez activement à la mise en place du fameux LTRO, ou Long Term Repo Option, afin que les banques puissent disposer, ce de manière quasi illimitée, de ressources à 3 ans. Mais si vous évoluez dans les hautes sphères, serait-ce en souvenir de Léon Gambetta, vous n'en demeurez pas moins normal. En effet, une épouse, 3 enfants, votre fils ne s'appelle pas Ramon, mais Basile, un scooter à 3 roues, en lieu et place d'une voiture avec chauffeur, et comme hobby, en plus d'un intérêt marqué pour la photographie, le tennis pratiqué assidûment au cercle amical de Vincennes, surnommé plus simplement le Cave. Monsieur Fernandez, on m'a dit que parmi vos nombreuses qualités, je pourrais citer votre flegme quasi-britannique et votre jovialité naturelle, il en est une remarquable, il paraît que vous êtes inénervable. Par conséquent, je suis sûr que vous saurez garder votre sang-froid lorsque l'auditoire prendra la parole pour vous poser quelques questions. Mais permettez-moi d'en anticiper quelques-unes. Pourquoi la zone euro et la France en particulier patauge-t-elle dans la récession tandis que l'économie américaine est florissante? Quelles sont les mesures urgentes que vous préconisez pour que les entreprises de type PME et TI puissent enfin accéder aux financements qui leur font cruellement défaut? Est-il raisonnable de soumettre les entreprises à toujours plus de réglementation, et je pense en particulier à EMIR, alors même que ce ne sont pas ces acteurs économiques qui furent à l'origine des crises euro et souverains? Après le choc de compétitivité et sa mesure phare, le CICE, puis le choc de simplification, pensez-vous que le pacte de responsabilité puisse permettre en effet de gagner la bataille de l'emploi?
Quel regard, enfin, portez-vous sur la création du Conseil stratégique de la dépense publique? Voilà de quoi lancer le débat. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre attention. Bonjour à tous, merci Monsieur le Président pour vos mots d'introduction. Je vois que vous avez suivi tout à la trace, y compris le club de tennis où je joue. J'espère que personne ne viendra surveiller si j'y joue vraiment. Merci d'être venus tous ce matin pour discuter un peu. Alors je vais vous dire quelques mots de la manière dont on voit effectivement essentiellement la problématique du financement de l'économie. Dans les questions que vous m'avez posées, Monsieur le Président, il y en a qui vont très au-delà, qui portent plutôt sur la manière dont l'économie française trouvera les voies du rebond, donc on pourra en parler. Je vais essayer de parler à peu près une demi-heure pour qu'on ait 20 minutes, une demi-heure de temps d'échange. Je crois que c'est ça la règle de cet exercice. Et donc vous aurez quelques slides qui vont défiler, qui pourront vous aider à suivre le fil de ma pensée que j'espère pas trop discontinue. Je voudrais commencer en rappelant, mais vraiment à grands traits, comment la France et l'Europe se sont positionnés face à une crise qui a été d'une violence extrême. Donc vous connaissez l'évolution des marchés qui a été consécutive à la crise qui a fait irruption en 2008, qui était une crise à la fois de déséquilibre macroéconomique et une crise de la régulation financière. Aujourd'hui, je vais insister un peu plus sur la dimension régulation financière, mais il est évident que c'est la conjugaison des deux qui a abouti à un tel choc. La zone euro, vous me posiez cette question, pourquoi rebondit-elle moins que d'autres économies ? Je voudrais rappeler d'abord qu'effectivement, c'est une question qu'on peut légitimement se poser, parce que les fondamentaux de la zone euro, quand on la prend dans son ensemble, ils sont plutôt bons par rapport à d'autres régions du monde. Donc je le rappelle, que vous regardiez la dette privée des agents, que vous regardiez les dettes publiques, les déficits publics ou les déséquilibres de paiement courant, vous voyez dans ces graphes, ou en tout cas vous le devinez, vous pouvez me croire sur parole, les codes couleurs, vous avez la zone euro sur la gauche par exemple pour la dette privée. À chaque fois, la zone euro, de manière agrégée, se positionne plutôt bien par rapport aux États-Unis, par rapport au Japon, par rapport au Royaume-Uni. Donc il n'y a pas de problème, il n'y avait pas de problème agrégé de la zone euro en tant que telle. Au sein de cette zone euro, la France elle-même se trouvait aussi et se trouve dans une situation qui est relativement favorable. Le graphe en haut à gauche représente le niveau de production en 2013, fin 2013, par rapport à une base 100 qui était en 2008. Et vous y voyez que la France est le seul pays, avec l'Allemagne qui est devant nous, à avoir retrouvé à peu près en 2013, et ce sera le cas en 2014, le niveau de production de 2008. Mais ce n'est que le niveau de production de l'année 2008. Donc ce sont 5 années de croissance perdues pour l'ensemble de ces économies. Et vous voyez que les courbes qui sont vers le bas et qui sont d'autres pays européens, y compris le Royaume-Uni, mais aussi évidemment l'Italie, l'Espagne et quelques autres, tous ces pays n'ont pas encore en 2014 retrouvé le niveau de PIB qui était le leur en 2008, ce qui donne une idée de la violence de la crise. La France se trouve aussi, de ce point de vue, dans une situation plutôt favorable lorsque vous regardez la dette des agents privés et publics. Nous avons un niveau d'endettement privé qui est inférieur à la moyenne de la zone euro, qui est équivalent à la dette publique de la zone euro. Vous avez un taux d'épargne qui est le plus élevé en francs en Europe si l'on accepte l'Allemagne, et c'est évidemment un gisement de consommation future qui est très important. Et puis vous avez des niveaux de taux d'intérêt qui en France sont à des niveaux historiquement bas. On emprunte aujourd'hui autour de 2,2% à 10 ans. On s'est endetté l'année dernière en moyenne à 1,5%, ce qui n'était jamais vu. Et notre écart de taux avec l'Allemagne tourne autour de 50-55 points de base, ce qui là aussi est une performance honorable.
La France, dans ce contexte, a des atouts. Elle a un niveau de croissance, un taux de croissance potentiel sur longue durée qui est le plus élevé d'Europe si l'on accepte le Royaume-Uni quand on regarde la période longue. Donc ici, ce que vous voyez en haut à gauche, et ce sont des calculs de la Commission européenne, nous avons un taux de croissance potentiel qui est supérieur à 1,6%, là où l'Allemagne, par exemple, a un taux de croissance potentiel qui est de 0,8% sur période longue. Pourquoi ? Notamment parce que les facteurs démographiques en France sont un facteur de croissance important. Vous le voyez sur les courbes de droite. Sur les 40 prochaines années, nous avons une population en âge de travailler qui restera à peu près stable, là où d'autres pays verront cette population active décroître de manière très significative. Ça aura un impact sur nos finances publiques à long terme. Là, je ne prends qu'un exemple en bas à droite, qui est celui de la charge des retraites. Aujourd'hui, la part des dépenses pour les retraites dans le PIB français représente 14,6% du PIB. Si l'on en croit les projections qui sont faites, ce sera 0,5 points de plus en 2060, c'est-à-dire 15,1% du PIB. Ces évolutions sont beaucoup plus défavorables dans la quasi-totalité des autres pays avancés. En Europe, par exemple, en Allemagne, ce sera un surcroît de dépenses dans le PIB de 2,5 points de production. Donc, à long terme, nous avons un certain nombre d'atouts qui doivent nous permettre d'avoir de meilleures performances. Évidemment, nous avons aussi des points faibles, et c'est à ces points faibles que le pacte de responsabilité, Monsieur le Président, que vous avez évoqué, cherche à répondre, et le pacte de compétitivité qui avait été lancé en 2012. Parmi ces points faibles, ici, j'identifie quatre points. On pourrait discuter d'autres sujets, mais je pense que le premier, en haut à gauche, qui porte sur l'évolution des coûts salariaux unitaires depuis 2000, est un sujet d'intérêt qui devrait être un sujet d'intérêt collectif, puisque c'est l'une des clés de la compétitivité de notre économie. Et nous avons des coûts salariaux unitaires qui ont augmenté de manière continue, comme d'autres, comme notamment l'Italie, mais où l'on voit que certaines des économies de la zone euro, depuis quelques années, et notamment du fait de la crise, ont engagé des processus qui aboutissent à une réduction assez significative de ces coûts unitaires de production. Sur la courbe de droite, vous voyez l'évolution de la balance des paiements courants. Là aussi, vous voyez que la France, de manière continue, depuis une dizaine d'années, perd des parts de marché. Et c'est évidemment un phénomène qui appelle notre attention. Nous avons un taux de chômage qui reste beaucoup trop élevé, même si le taux de croissance du chômage s'est très fortement ralenti et que nous sommes sous la voie de l'inversion de la courbe du chômage. Mais enfin, c'est un problème qui pèse sur l'ensemble des économies européennes, avec un risque important de voir des générations entières ou une génération perdre l'accès au marché de l'emploi. Donc c'est évidemment un facteur de préoccupation. Et puis nous avons des taux d'emploi qui sont aux bornes les plus jeunes ou les plus âgés, assez significativement inférieurs à ce que l'on trouve dans d'autres pays. Donc parmi d'autres, ce sont quelques points qui justifient que ce pacte de compétitivité, ce pacte de responsabilité ait été engagé pour essayer d'enrayer cette perte de compétitivité que nous avons subie au cours de ces 10 dernières années et qui sont liés à toute une série de facteurs qui sont développés ici, mais je ne vais pas les détailler, cela prendrait trop de temps, on pourra y revenir. Alors, la bonne nouvelle, en dépit des risques et des turbulences qu'on peut constater ici et là, vous avez évoqué les pays émergents. Les pays émergents, effectivement, aujourd'hui, subissent un certain nombre de chocs. Je pense qu'il ne faut pas en tirer la conclusion qu'ils sont aujourd'hui confrontés à des crises brutales qui pourraient, par effet de contagion, avoir un impact important sur les taux de croissance des économies avancées. Nous sommes dans une phase de sortie de crise
avec un rebond qui se constate avec plus ou moins de vigueur dans les différentes géographies du monde, mais enfin qui sont très nettement perceptibles. Vous le voyez sur ces courbes. On a une évolution de la production manufacturière en France qui se porte mieux, avec des évolutions que nous pensons positives au quatrième trimestre 2013, nous aurons les chiffres bientôt, et qui devraient se prolonger en 2014. Le consensus, l'analyse des économistes est que nous devrions retrouver en 2014 un taux de croissance proche de 1%. Donc nous savons tous que les prévisions de croissance sont toujours soumises à de nombreux aléas. Enfin, le consensus est à 0,8, la prévision du gouvernement est à 0,9. Nous pensons que nous pouvons faire un peu mieux. Et pour cela, nous constatons un certain nombre d'enquêtes qui signalent, comme sur ce slide, une amélioration du climat des affaires et donc des perspectives de reprise. Encore une fois, 1%, c'est insuffisant. Nous pensons pouvoir ensuite atteindre des niveaux de l'ordre de 1,5, 1,7% sur 2015 et les années qui suivent. Là encore, pour résorber le choc connu par l'économie française depuis 2008, il faudrait naturellement faire mieux. Alors, si on s'interroge sur la problématique du financement de l'économie, on doit revenir à l'ensemble des réformes qui ont été faites depuis 2008-2009 pour tirer les conséquences de la crise. Puisque ces réformes auront un impact sur la manière dont notre économie se finance, et tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que ces réformes nécessaires soient menées à bien, sans pour autant avoir un impact négatif sur la capacité des entreprises à se financer. Je disais que la crise n'est pas venue uniquement d'un défaut de la régulation financière, mais aussi des déséquilibres macroéconomiques. Sur le volet régulation financière, le constat qui a été mené, c'est que la crise avait révélé un certain nombre de limites et de failles dans la régulation. D'abord parce qu'elle était trop souple de manière générale et qu'un certain nombre d'entités passaient sous le radar de la supervision, je vais y revenir. Deuxièmement, parce que les fonds propres des banques et des compagnies d'assurance étaient parfois de qualité discutable et donc il y a eu volonté de les renforcer. Troisièmement, parce que le risque de liquidité était insuffisamment pris en compte par les régulateurs. Quatrièmement, parce que la transparence sur les marchés était trop limitée. Et cinquièmement, parce que les incitations étaient parfois inadéquates et notamment insuffisamment tournées vers le long terme. Et donc le mandat que se sont donnés les régulateurs en 2008 au premier sommet du G20 à Washington est toujours le même aujourd'hui. Donc je le rappelle, puisque c'est une sorte de ligne rouge qui guide l'action des uns et des autres. Le communiqué du G20 en octobre 2008 disait « Nous nous engageons à renforcer nos régimes de régulation, notre contrôle prudentiel et notre gestion des risques, ainsi qu'à garantir que tous les marchés, produits et acteurs financiers soient soumis à une régulation ou à une surveillance selon le cas. » Et dans ce cadre, toute une série de réformes ont été menées à bien, qui visent à réguler l'ensemble des acteurs, qui visent aussi à protéger les contribuables en cas de défaillance dans le secteur financier, j'allais dire secteur bancaire, mais pas seulement, et je vais y revenir, mais il y a un sentiment très puissant qu'au début de la crise, il a fallu agir de manière très forte, très rapide pour maintenir à flot les systèmes bancaires, mais que ceci s'est fait de manière un peu trop fréquente aux dépens des contribuables et qu'il faut désormais mettre en place des régimes de gestion de crise qui puissent un peu mieux répartir le fardeau en cas de gestion des crises bancaires, ce qui n'est pas sans poser quelques questions, mais qui est une œuvre qui a été engagée. Alors, je vais passer en revue rapidement ce qui a été fait dans les différents domaines, pas seulement pour faire une sorte de rappel, mais aussi pour essayer de vous dire que sur chacun de ces sujets, nous essayons à chaque fois d'équilibrer la réforme nécessaire par la bonne mesure de l'impact de ces réformes
sur la capacité des acteurs à financer l'économie. Et c'est ça l'équilibre que nous cherchons à définir sur chacun de ces sujets, et c'est évidemment un exercice qui n'est pas très simple. Alors, le premier volet d'action a porté naturellement sur le secteur bancaire, qui a été le premier qui a été confronté au choc de la crise, avec d'abord pour objectif de renforcer la résilience des banques, leur capacité à faire face aux crises. Ceci est passé d'abord par le renforcement du capital, de la solvabilité du secteur bancaire, donc je ne reviens pas sur Bâle III et ses différentes dimensions. Mais enfin, qu'il s'agisse de solvabilité ou de liquidité, des mesures extrêmement fortes ont été prises et on estime, pour les seules grandes banques systémiques, c'est-à-dire les 29 banques identifiées au niveau mondial par le Conseil de stabilité financière, il y en a 4 en France, qu'au total, l'effort aura permis d'augmenter de 200 milliards d'euros les fonds propres supplémentaires de ces banques. Donc c'est évidemment très important. En termes de liquidité, les débats ne sont pas totalement terminés, mais il y a désormais des ratios de liquidité à 1 mois ou à 1 an qui sont destinés à assurer une meilleure maîtrise de la transformation des banques, transformation qui est évidemment nécessaire, mais qui, dans certains cas, avait pu atteindre des niveaux parfois excessifs. Toutes ces règles ont été transposées en droit européen. Le deuxième grand volet qui concerne le secteur bancaire, c'est la mise en place de régimes de résolution qui permettent de gérer les crises bancaires de manière mieux ordonnée. Il y a des principes internationaux qui ont été établis au Conseil de stabilité financière. Ces principes font l'objet de travaux complémentaires dans le cadre du G20 et je pense qu'on en verra dans quelques années au plus tard la déclinaison en Europe puis en France, notamment s'agissant de la définition d'une capacité d'absorption des pertes, la Loss Absorbing Capacity, qui est un des sujets qui est discuté aujourd'hui au niveau international. Ces premières réflexions se sont traduites par l'adoption en Europe d'une directive, la directive BRRD, l'année dernière, à la fin de l'année 2013, et qui donc fixe les règles de bail-in qui sont applicables en cas de mise en résolution d'une banque. Ce sont des évolutions qui vont induire des changements importants, qui aujourd'hui ne se sont pas encore traduites par des évolutions perceptibles dans le coût de financement des banques, mais reste à voir si l'entrée en vigueur de ces textes n'emportera pas davantage de mouvements au moment de son entrée en vigueur en 2016. Je vais dire un mot d'union bancaire dans une minute, parce qu'évidemment, cette problématique pour les Européens se double de la construction d'un édifice européen qui est radicalement nouveau. Mais je fais un passage par les mesures de structure dans le secteur bancaire qui ont été prises dans toute une série de pays. Vous savez que la France a voté une loi bancaire, une loi dite de séparation et de régulation en 2013 qui a cherché à cantonner les activités risquées avec le souci de maintenir un secteur bancaire qui n'avait en France pas démontré de vulnérabilité particulière, de maintenir ce secteur bancaire en capacité de financer les entreprises et les ménages d'ailleurs. Nous allons avoir un débat qui va se poursuivre, notamment du fait d'une proposition de texte européen que la Commission a adoptée la semaine dernière, puisque le commissaire Michel Barnier a proposé au Collège des commissaires qu'il a adopté un projet de réforme qui s'inspire du rapport Liikanen, gouverneur de la Banque centrale de Finlande, et vous avez probablement entendu que la France ou l'Allemagne avaient quelques interrogations sur ce projet de texte qui se distingue de ce que nous avons fait nous-mêmes sur quelques points importants qui nous paraissent un peu problématiques. On pourra, si vous voulez, y revenir dans le courant de la discussion. Mais enfin, il faudra bien harmoniser d'une manière ou d'une autre les initiatives qui se prennent dans différents pays du monde, puisque là aussi, chacune de ces mesures, qu'il s'agisse de mesures prises aux États-Unis, au Japon ou en Europe,
peuvent avoir des effets induits sur des groupes bancaires qui sont souvent des groupes bancaires transnationaux. Alors, l'union bancaire, dans cette perspective, est un mouvement d'une importance très grande qui a été lancé, comme vous le savez, en 2012 et qui est aujourd'hui en train de se développer. L'union bancaire, en 2012, personne ne savait ce que c'était. Ça n'avait d'ailleurs pas de nom. Le concept même d'union bancaire est né dans des papiers académiques d'abord, et le Conseil européen et les ministres des Finances européens à l'ECOFIN n'ont adopté ce terme qu'en 2013. Donc on parle beaucoup aujourd'hui d'union bancaire comme si c'était un fait acquis ou une notion à laquelle tous avaient beaucoup réfléchi depuis très longtemps. Pas vraiment. L'idée d'union bancaire, elle est née de la nécessité absolue de casser la boucle entre le risque bancaire et le risque souverain. Les gouvernements en zone euro se sont dit que pour cela, il fallait pouvoir soutenir notamment les secteurs bancaires par des interventions directes dans le capital des banques et pas en passant par les États. Et donc l'idée était de permettre au Fonds européen, le mécanisme européen de stabilité, de recapitaliser directement les banques. Et évidemment, pour le justifier, il fallait pouvoir mettre en place un dispositif de supervision centralisé en Europe qui justifierait que, en cas d'échec, le contribuable européen soit appelé à recapitaliser directement des banques. Et donc nous avons construit ce superviseur unique qui sera opérationnel en novembre et qui, avant cela, conduira un exercice d'évaluation des actifs bancaires et de stress test très ambitieux qui va nous occuper jusqu'à l'automne. Quand je dis nous, c'est l'ensemble des régulateurs impliqués, à commencer par la Banque centrale européenne et l'autorité bancaire européenne. Et je pense que c'est un exercice qui permettra définitivement de faire la clarté, la transparence sur les bilans bancaires en Europe, là où parfois certains posent des questions, s'interrogent ou aiment entretenir tel ou tel doute. Donc le superviseur unique, ce sera une réalité cette année. Et nous avons en ce moment pour mission de terminer la mise en place d'un mécanisme de résolution unique avec un fonds de résolution unique qui sera donc le pendant de ce dispositif de supervision. Les discussions sont en cours avec le Parlement européen et nous avons bon espoir que d'ici le mois d'avril, nous aurons conclu un accord définitif, après l'accord politique conclu en décembre, qui mettra en place ce mécanisme de résolution unique. Et donc en l'espace de moins de 2 ans, les Européens, essentiellement de la zone euro, mais en ayant vocation à s'élargir aux autres participants de l'Union européenne, qui ont d'ailleurs tous ou presque vocation à entrer dans l'euro, eh bien les Européens auront mis en place un dispositif centralisé européen de supervision, de résolution de l'ensemble des banques européennes avec des compétences directes sur les plus importantes d'entre elles, mais une compétence indirecte sur la totalité des banques européennes. Et donc quand on sait que le bilan de la principale banque française représente l'équivalent du PIB français, on voit que c'est une réforme d'une ampleur absolument considérable et qui se compare au premier pas de la construction de l'Union européenne, de la communauté européenne dans les années 50 avec la communauté européenne du charbon et de l'acier. Donc c'est en train de se faire. Je suis très bavard, je vois qu'il est déjà 9h22. Secteur bancaire, très important. Le secteur des assurances a fait l'objet de l'attention des régulateurs et des superviseurs dans un deuxième temps, mais il faut être conscient du fait que le secteur de l'assurance va suivre un processus très comparable à ce qui s'est passé dans le secteur bancaire. Donc la directive Solva II a été finalement adoptée après de très longs débats. Vous savez les interrogations que notamment la France avait sur l'impact de ce texte sur la capacité des compagnies d'assurance à investir en actions. Nous avons trouvé à la fin de l'année un compromis qui nous paraît acceptable, avec notamment des mesures contracycliques qui doivent compenser certains des effets négatifs de ce texte. Et il y a désormais une réflexion qui est en cours
sur les assureurs systémiques, sur la nécessité de définir au niveau international un socle de capital qui soit l'équivalent de ce qu'a pu être Bâle 1 dans le secteur bancaire et qui permettra à terme d'asseoir des surcharges en capital pour les assureurs que l'on aura identifiés comme étant systémiques. Et donc c'est un agenda qui est en train de se dérouler, qui est très important et sur lequel nous sommes très mobilisés, puisque les compagnies d'assurance françaises, évidemment, font partie des acteurs importants de cet agenda. Les banques, les compagnies d'assurance, les marchés. Dans l'agenda du G20, du Conseil de stabilité financière, il y a aussi une préoccupation forte qui consiste à encadrer un peu mieux un certain nombre d'activités qui se déroulaient sur les marchés. J'en cite ici simplement deux. D'abord, les marchés de produits dérivés où l'objectif est de réduire les risques de contrepartie sur les marchés dérivés qui sont négociés de gré à gré. Et donc, l'idée principale consiste à encourager le passage en chambre de compensation de dérivés qui sont standardisés et d'encourager à la standardisation de ces produits dérivés. Les régulateurs ont engagé un travail immense qui a également porté sur les questions d'extraterritorialité d'un certain nombre de règles, notamment entre les États-Unis et l'Europe. Mais sur ce plan, beaucoup de choses ont été faites, de même que sur les marchés financiers, les plateformes d'échange, où en Europe, la directive MIF, que vous connaissez bien, a été révisée et doit permettre de remédier à un certain nombre de difficultés qu'avait générées, de notre point de vue, la première directive. Donc je n'entre pas ici dans les détails, mais c'est évidemment un point très important. Je passe sur les efforts qui portent sur les benchmarks, les indices, mais il est évident que les dérives qui ont été constatées, notamment sur le Libor, le Ribor, au cours de l'année 2013, ont déclenché une prise de conscience de la nécessité d'avoir un meilleur encadrement de ces indices qui peuvent avoir des répercussions très importantes sur les marchés. Et de ce point de vue, là aussi, un certain nombre de régulations se mettent en place. Le shadow banking, vous disiez, Monsieur le Président, qu'il y avait des interrogations sur le shadow banking. Je crois que vous avez cité notamment un pays, mais c'est une préoccupation qui est plus générale. Le Conseil de stabilité financière a engagé une réflexion, et un peu plus qu'une réflexion, qui porte sur des activités de nature bancaire qui sont exercées par des non-banques et qui, pour certaines, présentent un certain nombre de risques, d'autant qu'elles pourraient accueillir tout un pan d'activité qui sortirait du secteur bancaire régulé pour être dérivé vers des acteurs qui subiraient ou qui seraient davantage disons, livrés à eux-mêmes. Donc le shadow banking n'est pas en tant que tel répréhensible, et on n'arrive pas très bien à le traduire d'ailleurs en français, on parle parfois de finances de l'ombre ou de finances parallèles. C'est plutôt... cherchez, si vous avez une meilleure définition, il faudra nous aider à la trouver, mais il y a un objectif très clair qui est de faire en sorte que tous ceux qui exercent des fonctions qui sont comparables puissent être encadrés de manière comparable. Et ceci vise à la fois les fonds monétaires, la titrisation. La titrisation n'est pas en tant que telle un problème. Nous essayons d'encourager le retour à une titrisation qui soit plus transparente, qui soit robuste et qui puisse accompagner notamment le refinancement des PME. Je vais en dire un mot dans une minute. Mais pour cela, des obligations de rétention, par exemple, minimum, peuvent venir limiter les risques et il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises. C'est la même chose sur les prêts de titres et les pensions, où on voit bien qu'un titre peut
poursuivre un long chemin, il faut un certain nombre de règles pour parvenir à localiser les risques et éviter que le même titre soit utilisé à de multiples reprises sans pouvoir être bien identifié. Et ainsi de suite, s'agissant des relations que les banques entretiennent avec le shadow banking. La surveillance macro-prudentielle dans ce contexte a, elle aussi, été renforcée, à la fois en Europe, en France. Nous avons mis en place un certain nombre d'autorités qui doivent permettre de prendre des décisions qui ne relèvent pas uniquement de la politique monétaire pour limiter la diffusion des risques dans le secteur financier. Je passe maintenant, parce que j'ai peur sinon d'être trop long, à la réflexion sur les conséquences éventuelles de ces différentes dispositions sur la capacité à financer l'économie et sur ce que nous cherchons à faire en France aujourd'hui pour veiller à ce que les entreprises puissent, dans ce paysage qui évolue rapidement et dans un contexte macroéconomique qui est celui qui a été décrit rapidement au début, comment les entreprises peuvent continuer à se financer à la fois en dette, en fonds propres, et comment l'épargne peut le plus possible être orientée vers ce qui sera utile à l'économie. Puisque je disais que nous avons un taux d'épargne très élevé, la question est de savoir si ce taux d'épargne est vraiment mis à profit pour financer l'économie. Alors, les nouvelles normes que j'évoquais de Bâle III se sont déjà traduites par un effort très important dans la sphère bancaire. Ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais qu'il s'agisse des ratios de solvabilité ou des ratios de levier, il y a eu des évolutions importantes dans la période récente et les banques françaises notamment ont aujourd'hui atteint des niveaux de capital qui anticipent avec quelques années d'avance ce qu'exigeait Bâle III. Et tout ceci rend le crédit bancaire plus cher, plus rare, et donc va rendre nécessaire de se reposer un peu moins exclusivement sur le modèle de banque universelle et d'intermédiation qui guidait le financement des acteurs économiques en France. Donc les entreprises sont, vous le savez mieux que moi, confrontées à la nécessité de diversifier leurs sources de financement, notamment dans un contexte de reprise. Les grandes entreprises ont déjà fait évoluer leur modèle de financement et recourent maintenant de manière très importante au marché. Depuis les 2 ou 3 ans, on a vu des évolutions très fortes. Les marchés assurent déjà aujourd'hui 70% du financement externe en dette des grandes entreprises en France, ce qui est tout à fait nouveau. C'est 21% pour les entreprises de taille intermédiaire, ce n'est que 3% pour les PME. Il est évident que pour les PME, le recours au système bancaire restera absolument incontournable. En France, aujourd'hui, nous avons atteint un taux de 35% pour ce qui est des financements de marché, ce qui est plus important que ce que nous voyons sur ce graphe chez certains de nos voisins. En zone euro, le chiffre est de 18%, en Allemagne, il n'est que de 11%. Alors, le graphe suivant va montrer que les évolutions des encours de crédit en France sont, depuis le début de la crise, relativement stables. C'est-à-dire que nous n'avons pas, au niveau global en France, rencontré de credit crunch depuis 2008. Il n'y a pas une année où les évolutions de crédit aient été négatives, contrairement à ce qui se constate en zone euro. En 2013, nous n'avons pas les chiffres définitifs encore, mais en novembre, donc novembre 2013 sur novembre 2012, les encours de crédit totaux à l'économie augmentaient de 0,3%, donc c'est à peu près zéro, mais enfin c'est du zéro plus. Et pour les PME, ce chiffre était de 0,6%. Pour autant, nous considérons qu'il faut être il faut être très vigilant sur ce sujet et qu'il y a des difficultés qui sont des difficultés sectorielles ou des difficultés ponctuelles auxquelles il faut apporter des réponses. Et donc en matière d'accès du financement en dette, il y a des initiatives de diversification que nous soutenons. Vous avez parlé des placements privés des euros PP avec des travaux de place qui ont permis de mettre en place cet instrument.
Vous nous direz peut-être quel usage vous pensez en faire. Nous avons travaillé collectivement à faciliter le refinancement des créances des PME par le marché, avec le souci de mettre en place un véhicule simple, économique et sûr pour la titrisation des créances privées, PME. Et la Banque de France a été très active sur ce sujet, le Trésor a travaillé avec elle. Nous avons mis en place des fonds de prêt pour les compagnies d'assurance qui vont leur permettre, elles aussi, de contribuer plus directement au financement en dette à destination des ETI et des PME de grande taille. Et puis, évidemment, la BPI a été mise en place en 2012-2013 pour répondre à un certain nombre de défaillances de marché sur des secteurs particuliers. Je pense notamment aux jeunes entreprises, à l'innovation, et puis pour faciliter aussi l'accès aux outils qui accompagnent l'internationalisation des entreprises en lien avec les autres opérateurs publics concernés, notamment la COFAS. Alors, voilà pour les financements en dette. En matière de crédit de trésorerie, la situation est moins favorable que s'agissant des crédits d'investissement. Donc je disais que les encours de crédit étaient toujours restés positifs. Ce n'est pas le cas des crédits de trésorerie qui sont en recul de presque 4% sur l'année 2013. Donc nous mettons en place un certain nombre d'outils pour essayer d'y remédier via la BPI ou via un certain nombre de dispositions qui consistent à suivre de manière attentive les délais de paiement, qui sont un problème que vous connaissez bien. Donc, crédit de trésorerie, sujet de vigilance. Troisièmement, les financements en fonds propres. Les financements en fonds propres sont probablement le sujet sur lequel nous devons être le plus attentifs et sur lesquels les entreprises en France, notamment celles de petite taille, en réalité, rencontrent plus de difficultés. Et ici, il y a tout un continuum du plus petit vers le plus grand, sur lequel, en 2013 et en 2014, nous menons un certain nombre de réformes pour faciliter le renforcement des fonds propres par les entreprises. Il y a, par exemple, si on part du plus petit en matière de crowdfunding, la mise en place d'un cadre sécurisant pour ce nouveau mode de financement qui devrait aboutir cette année. Il y a cette semaine même des réunions consacrées à ce sujet pour mettre la dernière main au texte réglementaire. En matière de capital risque, un certain nombre d'initiatives, là aussi, qui ont été prises. Et puis, je dis un mot du financement sur les marchés, qui, pour les grandes entreprises, mais aussi pour les ETI, va être une solution qui sera de plus en plus mobilisée, même si le modèle européen continental ne sera jamais le modèle américain. Et de ce point de vue, Internext, qui a été lancé l'année dernière, connaît des résultats que nous considérons comme encourageants, avec des opérations qui se développent, qui se sont plutôt bien déroulées, et des marques d'intérêt qui permettent aussi de solliciter l'épargne des particuliers qui progressivement montrent de l'intérêt pour ce segment. De manière plus générale, il y a des questions à se poser collectivement sur l'avenir d'Euronext, puisque suite à l'acquisition de Nice Euronext par ICE, vous savez que Euronext va retrouver la vie qui était la sienne avant le mariage américain, et que ceci nous pose une question collective sur l'avenir que nous voyons pour Euronext dans le cadre de son introduction en bourse qui devrait intervenir d'ici l'été. Vous savez que le ministre des Finances, Pierre Moscovici, s'est mobilisé sur le sujet, que des réflexions ont été engagées et que, autour de cette table, peut-être y a-t-il certains d'entre vous qui réfléchissaient à la manière d'accompagner Euronext dans sa vie future. Nous considérons que c'est un sujet de souveraineté, que les entreprises françaises ne peuvent pas se désintéresser de l'avenir de la bourse continentale européenne et qu'il y a ici une opportunité à saisir après peut-être en avoir raté quelques-unes dans le passé. Donc nous encourageons les uns et les autres à s'intéresser au sujet.
Dernier point, s'agissant du financement de l'économie, l'allocation de l'épargne. Nous avons un taux d'épargne en France, je le disais, qui est l'un des plus élevés de l'OCDE, 15,6% du PIB, en légère décroissance, mais qui reste considérable. L'épargne financière au sein de cette épargne représente 4 200 milliards d'euros. C'est plus de 2 fois le PIB français. Et donc si nous arrivons à orienter cette épargne vers les financements en action, vers les entreprises, ce sera évidemment un facteur très positif pour soutenir l'économie française. De ce point de vue, nous avons un certain nombre de spécificités qui ne sont pas nécessairement partagées par d'autres, du fait du rôle de l'épargne réglementée en France, du poids de l'assurance vie, de la gestion collective et de l'absence d'autres vecteurs, comme par exemple des fonds de pension. Et donc les régulations qui sont mises en place au niveau international et qui se déclinent dans notre pays présentent parfois quelques défis que d'autres ne rencontrent pas. Et donc nous devons essayer de faire en sorte que cette épargne financière aille davantage vers les actions. De ce point de vue, il y a 2 réformes importantes qui ont été menées en 2013 et qui trouveront leur texte d'application cette année, dans les prochains mois. La première, c'est la création du PEA-PME, qui doit permettre de solliciter l'épargne des ménages pour venir financer les fonds propres des PME françaises. Et donc les textes vont être pris ce mois-ci. Et puis vous avez la réforme de l'assurance vie que le gouvernement a décidé suite au rapport de 2 parlementaires, qui verra le jour cette année, avec des textes d'application qui seront pris d'ici l'été et qui mettront en place le contrat Eurocroissance et puis le contrat Vie Génération. Je ne reviens pas sur les détails, mais fondamentalement, l'idée est de ne pas toucher à la fiscalité de l'assurance vie, mais de créer un certain nombre d'incitations via notamment les durées de détention qui permettent de faire en sorte que les assureurs, comme les épargnants, seront incités à souscrire davantage d'actions que ce n'est le cas aujourd'hui. Voilà, donc l'ensemble de ce paysage est évidemment en mouvement assez rapide. Je n'ai pas détaillé, Monsieur le Président, certains des points que vous évoquiez dans votre introduction qui portaient sur le CICE, sur les différentes compositions du pacte de responsabilité. Peut-être qu'on pourra saisir l'occasion du dialogue avec vous-même pour en dire un mot. Enfin, c'est évidemment une priorité absolue. Et je dois dire que la direction du Trésor aujourd'hui est très mobilisée autour de groupes qui se penchent sur les questions fiscales, sur la réforme de l'État, sur la réduction de la dépense publique, qui est évidemment une priorité absolue si l'on veut pouvoir rétablir nos finances publiques et nos déficits sans compromettre l'activité et l'attractivité du territoire. Donc ces différents sujets font l'objet de travaux intenses et ils s'inscrivent aussi dans le cadre d'une Europe qui s'est réformée à très vive allure. Je ne vais pas entrer dans le détail ici, mais je mets juste 4 idées sur cette page pour vous dire que face aux carences qu'avait révélées la crise des dettes souveraines en 2009-2010, des réformes absolument fondamentales ont été faites. J'ai dit un mot de l'union bancaire, mais au-delà de ça, en quelques années, la zone euro s'est dotée de mécanismes d'urgence pour lutter contre les crises, avec le mécanisme européen de stabilité doté de 500 milliards d'euros, avec une gouvernance très fortement renforcée pour la surveillance des politiques de finances publiques ou des politiques macroéconomiques. Et donc tout le monde a entendu parler du traité budgétaire, peut-être un peu moins de ce qu'on appelle le six-pack et le two-pack, mais qui ont refondé et renforcé la manière dont les différents États surveillent les politiques qui sont conduites par les différents États de l'Union européenne. Nous avons cette union bancaire qui verra, je pense, aussi d'autres déclinaisons, parce que je ne vois pas bien comment une union bancaire
pourrait ne pas aboutir vers davantage d'union budgétaire. Il y a une logique assez profonde à aller dans cette direction. Et vous savez que le ministère des Finances, Pierre Moscovici, propose notamment de mettre en place un budget de la zone euro. Le Trésor a publié des papiers sur le sujet pour expliquer pourquoi la construction de ce pilier budgétaire serait un complément logique et utile au pilier monétaire de l'Union économique et monétaire. Et puis, pour ce qui concerne le sujet que nous discutions aujourd'hui, le renforcement de la surveillance financière et macro-financière, macro-prudentielle a aussi fait de grands progrès, avec, depuis 2010, la montée en puissance des autorités européennes en charge de la banque, de l'assurance et des marchés, la mise en place d'une autorité macro-prudentielle, dont les pouvoirs d'ailleurs ont été confortés par une décision récente de la Cour de justice des communautés européennes qui a confirmé que l'une de ces autorités, c'était l'ESMA, bénéficiait effectivement de pouvoirs de décision qui pouvaient s'imposer à l'ensemble des États membres. Et c'est évidemment très, très important si l'on veut pouvoir continuer à construire un marché unique qui a besoin d'autorités de supervision et de régulation fortes. Voilà. Merci pour votre attention. J'espère ne vous avoir pas trop ennuyé. Et puis, je vais tenter de répondre à vos questions. Et je reste là, si je comprends bien. Merci, monsieur le directeur. François Schlumberger. Merci beaucoup pour tous ces propos, puisque je suis le premier à le faire. C'est moi qui adresse les premiers remerciements. Pour ce tableau, non pas souriant, quand même pas, mais enfin très très positif que vous nous faites. 2008-2014. Alors même si nous sommes début 2014, et on ne va pas dire 1er janvier 2008, mais tout ça est beaucoup. Et sur deux sujets parmi tous ceux que vous avez cités, par exemple, sur les entités financières non bancaires, une suggestion pour le shadow banking, entités financières non bancaires. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui a été fait jusqu'à présent. Deuxièmement, sur l'union bancaire, vous nous avez dit qu'il y avait quelques nuances à venir à exprimer par l'Allemagne et la France. J'ai entendu en parallèle, alors ce n'est pas vos propos, c'est les siens, le gouverneur de la Banque de France, parlait de propos irresponsables. 2008-2014 pour dire cela aujourd'hui, alors qu'en parallèle, et loin de moi l'idée de vouloir faire du banking bashing, mais, et ce n'est pas le cas en France, des rémunérations bancaires de dirigeants s'envolent de façon indécente, et je le dis d'autant plus que ce n'est pas français. Du côté des bonus, tout va très bien, très bien. Bref, on pourrait reprendre d'autres exemples. Il me semble que votre propos est quand même un tout petit peu trop souriant et positif. Alors c'est votre rôle, je le comprends bien, mais peut-être pas toujours très réaliste. Bon, alors, comme vous le dites, moi, mon job, c'est plutôt de voir le verre à moitié plein et probablement que vous avez envie de le voir à moitié vide. Cela dit, que sur le volet shadow banking, beaucoup de choses restent à faire, c'est ce que j'ai dit aussi. On a commencé en réalité par se concentrer sur le secteur bancaire, ensuite sur le secteur de l'assurance et enfin sur le shadow banking. Il y a 5 groupes de travail du FSB. Alors si je vous parle groupe de travail, vous allez vous dire tout ça c'est de la parlotte. Pas vraiment. En réalité, la manière dont la régulation s'élabore aujourd'hui, c'est que les discussions commencent au Conseil de stabilité financière, qui a pris une importance considérable depuis 2009-2010. Ensuite, fait des propositions qui sont endossées au G20 et qui se déclinent ensuite dans les différentes législations. Et donc tout ce qui se discute aujourd'hui sur les fonds monétaires, sur les opérations de titrisation, sur les opérations de prêt de titres et de pension, toutes ces discussions vont se traduire par un certain nombre de textes qui déclineront un certain nombre de décisions dans les différents droits. Donc, il est vrai qu'à ce jour, sur le shadow banking, nous sommes au début des réflexions,
Mais vous avez vu BAL 3, vous avez vu un agenda sur les banques systémiques et le risque systémique qui s'est déroulé de manière assez concrète. Quand vous voyez l'évolution des fonds propres des grandes banques internationales, les évolutions depuis 3 ans ont été absolument considérables. La mise en place des nouvelles règles en matière de résolution des banques avec la directive de BRRD qui met en place ce nouveau régime de bail-in, ce sera en réalité en 2016. 2016, c'est demain, avec des règles significativement différentes. L'Irlande a sauvé son secteur bancaire à 100% en mobilisant les contribuables, et d'ailleurs, ce n'était pas le souhait du gouvernement irlandais à l'époque. Demain, une crise de cette nature ne se réglera absolument pas de la même manière. Il faudra mobiliser d'abord 8% du bilan des banques via les actionnaires et les créanciers, avant d'imaginer pouvoir mobiliser des fonds publics. Donc, on ne peut pas dire que rien n'a changé. Que certaines rémunérations restent abusives, oui, ça j'en suis bien d'accord. Elles ont quand même connu un certain nombre de modifications dans leur structure, avec des paiements différés, des possibilités de clawback, et en Europe, une législation qui limite la part variable par rapport à la rémunération fixe, qui a un aspect qui est assez mordant, si j'en crois les courriers qui nous sont adressés. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire que rien ne s'est produit, mais bien sûr, rien n'est terminé, ça je suis bien d'accord. Sur les propos que vous avez cités du gouvernement de la Banque de France, il n'évoquait pas l'union bancaire, il évoquait le projet de la Commission européenne sur les mesures de structure, c'est-à-dire la déclinaison de l'ICANN, et ce que nous avons voté nous en France en 2013. Il y aura des débats. Il y aura des débats sur la nature de la séparation qui est utile ou pas à l'économie. En France, nous avons eu un débat très intense sur ce sujet. Il y a eu des concertations très poussées. Il y a eu un débat au Parlement qui a été assez long, qui a abouti à un point que nous jugeons un point équilibré, c'est-à-dire qui à la fois donne plus de sécurité, en cantonnant les activités risquées, donc tout ce qui est trading pour compte propre en France devra être dérivé dans une filiale cantonnée avec un régime prudentiel particulier, et puis la possibilité, si les activités de market making prennent trop d'importance dans la banque dite de dépôt, eh bien le gouvernement aura la possibilité, en lien avec les superviseurs, d'imposer de loger une partie de ces activités dans la filiale cantonnée. Mais nous n'avons pas interdit de manière absolue le trading pour compte propre dans cette filiale cantonnée, notamment parce qu'on considère qu'en réalité ça n'aboutirait qu'à dériver et qu'à faire partir ces activités vers d'autres secteurs qui seraient moins régulés. Et nous considérons que le market making est une activité utile au financement des entreprises. C'est en tout cas ce que la consultation de tous les opérateurs avait montré à l'été 2012, avant de préparer ce projet de loi, et qui a été confirmé par le Parlement dans certaines limites. Voilà. La Commission européenne a proposé un texte qui va plus loin. A-t-elle raison de le faire? Je ne sais pas. Sur l'union bancaire, il y a des débats, oui, par ailleurs, sur la mise en place de ce système de supervision et de résolution au niveau européen. Certains pays, dont l'Allemagne, avaient des idées parfois différentes. Nous avons trouvé des compromis et nous sommes en train d'essayer de les conclure dans le cadre du trilogue avec le Parlement européen. Donc, moi, je ne suis pas béatement optimiste. Je pense qu'il faut arriver à faire la part des choses, à regarder les progrès qui ont été accomplis, qui me paraissent très substantiels. Je pense que personne ne peut dire qu'on évitera les crises financières dans l'avenir, ce serait absurde, mais je pense qu'on a quand même créé les conditions d'une meilleure gestion de ces crises et d'une limitation de leur impact. Et c'est en tout cas l'objectif que nous poursuivons, en gardant en tête toujours le fait que ces réformes ont un impact à court terme sur la capacité à financer l'économie, et donc il faut trouver le bon rythme et le bon équilibre pour ces différentes mesures. Il faut faire des études d'impact, il faut, le cas échéant, avoir des calendriers de mise en œuvre qui soient progressifs, tout en sachant que les marchés, une fois qu'une norme est mise en place, quand bien même sa date d'entrée en vigueur est reportée de 5 ans, eh bien, il y a une pression très très forte qui est mise sur l'ensemble des acteurs pour les respecter instantanément. Donc, trouver les justes équilibres.
Merci beaucoup. Fabrice de Marigny de Mazars. J'avais une question et merci beaucoup d'être remonté jusqu'au G20 parce que ça soulève une question immédiate. On voit bien que l'Union européenne a été très active et la crise souveraine a certainement aidé à cette marche forcée de la réglementation et de la régulation, avec ce difficile équilibre de réguler les activités sans étouffer le financement de l'économie. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre équilibre qui est celui de la manière dont les États-Unis appliquent ou transposent toutes ces mesures? On voit dans tes slides très souvent que les États-Unis s'exonèrent de certaines choses. On sait qu'il y a des corpus entiers de normes qui ne sont pas appliquées par les États-Unis, que ce soit les normes IFRS ou même BAL. Et donc, comment se positionne la compétitivité du marché financier, du marché unique et de la zone euro dans un espace plus global où un des acteurs majeurs ne joue pas toujours le jeu jusqu'au fond? Alors, d'accord avec le constat posé dans la question. Le point de départ, je crois, c'est que nous devons tenter d'élaborer ces nouvelles normes au niveau international. Il est impossible de faire l'impasse sur cet effort, puisque nous savons tous que ces activités sont extraordinairement mobiles et qu'elles se localiseront là où la régulation sera jugée la plus favorable. Donc le G20 et le Conseil de stabilité financière, qui a été significativement renforcé en 2009, au moment du G20 de Londres, ont pour objectif de débattre ensemble de ces normes. Et donc il y a les Européens, il y a la Chine, il y a les États-Unis, il y a les grands émergents qui participent aussi au Conseil de stabilité financière, dont le champ d'action a aussi été élargi aux BRICS, et un peu plus d'ailleurs, et ensuite de décliner ces règles dans les différentes zones géographiques, avec des dispositifs de revue par les pairs qui sont menés de manière régulière pour vérifier que chacun avance au même rythme avec les mêmes normes. Alors ça pose beaucoup de difficultés. Les économies émergentes considèrent, pour ce qui les concerne, que finalement toutes ces règles sont surtout adaptées aux économies avancées et un peu moins aux économies émergentes. Entre les pays avancés, vous avez ce débat éternel sur qui transpose bien entre les États-Unis et l'Europe. Quand vous rencontrez le secrétaire au Trésor américain, lui considère que lui a transposé Bâle III totalement et que l'Europe a pris quelques libertés. Nous, les Européens, nous considérons que c'est peut-être en sens inverse qu'il faut regarder les choses. Donc pour essayer d'objectiver et de faire en sorte que la convergence soit la plus forte possible, nous avons ces exercices de revue par les pairs qui s'appuient sur des experts extérieurs ou sur les différents États qui composent ces enceintes, et nous essayons d'avancer ensemble. Et nous arrivons le plus souvent à converger assez largement. Je crois que sur les dérivés OTC, par exemple, on a fait quelques progrès, même si on n'est pas au bout de cet effort. Sur Bâle III, en réalité, la principale limite à la convergence, c'est que les États-Unis n'appliquent Bâle III qu'à leur principale banque, tandis qu'en Europe, Bâle III s'applique à l'ensemble du système bancaire. Mais pour le reste, sur l'ensemble de ces sujets, je crois que nous essayons, et nous faisons un peu plus qu'essayer, d'avancer ensemble. Alors il reste des points qui sont des sujets de débat. Sur les normes comptables, je n'en ai pas parlé, mais c'est évidemment un sujet sur lequel il y a beaucoup de réflexions en cours, et les Européens se disent, en constatant que la convergence totale n'arrivera pas, on voit bien que sur les FRS 9, par exemple, il n'y aura pas de convergence entre le FASB et l'IASB. Et donc les IFRS et les US GAAP, sur certains sujets, ne seront jamais totalement réconciliés. Bon, après, il faut qu'on en tire les conséquences sur la manière dont nous participons, nous, Européens, à l'élaboration des normes IFRS, puisque nous sommes une des principales zones géographiques à les appliquer. Et le dialogue doit se poursuivre avec les États-Unis qui, eux, sont dirigés par un modèle économique, un modèle de financement qui est différent, dans lequel les marchés jouent un rôle dominant, et donc avec un angle d'attaque qui est le leur. Donc je ne sais pas si j'ai répondu complètement à ta question, mais je ne crois pas qu'il y ait des écarts gigantesques entre la manière dont
les grandes économies avancées mettent en œuvre ce qui est décidé dans les enceintes internationales. Il y a parfois des différences d'interprétation sur ce que les uns et les autres font, et ce n'est pas à sens unique. Notre travail, à nous, c'est d'essayer de faire en sorte que ces divergences soient les plus réduites possibles, parce qu'effectivement, c'est une question d'égalité des conditions de concurrence, et puis aussi, pour les opérateurs économiques, pour les entreprises, une gestion très difficile de règles dont l'extraterritorialité, parfois, introduit un conflit, et où on se demande s'il faut respecter la norme, disons, européenne ou la norme américaine lorsque l'on opère sur plusieurs continents. Donc c'est un sujet qui nous mobilise beaucoup. Monsieur le directeur, Jean-Baptiste Pons, je suis le trésorier du groupe Airbus et administrateur de la FTE. Ma question va prolonger la précédente. Elle concerne la taxe sur les transactions financières. Vous n'en avez pas parlé. Les études d'impact menées montrent que les coûts de transaction sur le change, par exemple, et les impacts sur des outils cruciaux pour les trésoriers que sont les fonds monétaires ou l'accès au repo. On parle de quadruplement des coûts sur les marchés de change. On parle même de la disparition potentielle des fonds monétaires. Quel est votre avis sur ce projet? Et avez-vous pris connaissance des études d'impact sur l'économie réelle que cette taxe pourrait avoir? Oui. Alors, vous connaissez la position du ministère des Finances sur le sujet. Je crois que Pierre Moscovici l'a exprimé clairement en juillet de l'année dernière à Paris Europlace et a réitéré sa position dans un article qu'il a co-signé avec le ministre en charge du développement la semaine dernière dans un grand quotidien. Donc la position de la France, c'est de soutenir une taxe sur les transactions financières. Nous en avons déjà une, puisqu'elle a été créée en France dans la loi de finances 2012 par le précédent gouvernement. Et nous avons engagé une discussion avec 10 autres États membres pour mettre en place une coopération renforcée, la première en Europe dans le champ fiscal, pour mettre en place une taxe sur les transactions financières à l'échelle européenne. Ce que nous avons dit, ce que nous disons, c'est que le projet de la Commission européenne ne fonctionnait pas, que les études d'impact de ce projet étaient trop optimistes, peut-être, pour reprendre une des questions qui a été posée précédemment, mais qu'en tout cas, une taxe sur les transactions financières configurée telle que le proposait la Commission européenne créerait des dommages très importants à l'économie des pays qui l'adopteraient, et que donc nous ne soutenions pas cette proposition, qu'en revanche, nous demandions de poursuivre les travaux sur une taxe sur les transactions financières dont le champ serait resserré et qui ne créerait pas les difficultés que le projet européen ne manquerait pas de poser. Voilà, donc nous sommes engagés dans une discussion avec notamment nos voisins allemands avec lesquels nous sommes très engagés sur le sujet, mais aussi l'Italie, l'Espagne qui participent à ce projet, pour trouver le bon format qui à la fois réponde à une certaine demande et pour autant ne soit pas préjudiciable au financement de l'économie. Donc là aussi, comme toujours, c'est le juste équilibre qu'il faut trouver. Mais je crois que les risques qui seraient inhérents à une taxe mal calibrée sont très bien identifiés. Monsieur le directeur, au nom de la FTE et de l'ensemble des participants à ce petit déjeuner, je tenais à vous remercier d'avoir bien voulu nous accorder un petit peu de votre temps. Je sais qu'il est excessivement chargé. J'ai pu apprécier votre pragmatisme, votre objectivité dans la plupart des cas, et surtout votre inénervabilité, si je puis me permettre ce néologisme, dans la mesure où quelques questions étaient peut-être un petit peu piquantes, mais je pense que vous nous avez apporté un éclairage tout à fait intéressant de ce que vous faites et de ce que l'ensemble de vos équipes font dans le cadre donc, à la fois de la France et de la zone euro. Et je tenais à vous en remercier particulièrement. Merci. Merci à vous.